Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 1838, Wagner a 25 ans. Et déjà, il a composé 2 premiers opéras qu'on a tendance à oublier complètement, Les Fées et La Défense d'Aimé. Que fait Wagner à 25 ans? Il est déjà directeur musical du petit opéra de Riga. Oh, la vérité, c'est qu'il ne se plaît pas beaucoup à Riga, où il végète. Le voilà forcé de monter de petites œuvres qu'il n'aime pas du tout. Lui n'a Dieu que pour Paris, évidemment. En cette période de la monarchie de Juillet, Paris, c'est le lieu où se font toutes les grandes carrières musicales. Et il se trouve qu'il vient de découvrir un roman d'Edward Bulwer Lytton qui s'appelle Rienzi, The Last of the Tribunes, le dernier des tribuns Rienzi. C'est un roman qui s'inspire de la vie de Cola di Rienzo, tribun de la plèbe au XIVe siècle, et qui avait renversé la noblesse de Rome pour instaurer un gouvernement du peuple. Nous sommes dans cette période où le Moyen-Âge est très à la mode, et évidemment, les romans et les pièces de théâtre, d'ailleurs, s'inspirent de tous ces personnages de la première Renaissance italienne. Et pour Wagner, il y a là le sujet d'un opéra qui pourrait être magnifique. Ah, là, on pourrait faire un grand opéra à la française, vous voyez. Le thème historique appelle des décors grandioses qu'on pourrait changer avec des défilés à cheval, un immense orchestre et de grands chœurs. Alors là, oui, ça, ce serait à sa mesure. Voici ce qu'il dit, Wagner, ce qu'il racontera plus tard. Je voyais devant moi le grand opéra dans toute sa splendeur scénique et musicale, riche en effets, imposant par sa masse, avec de la passion et du feu. Et il ne s'agissait pas simplement d'imiter ce modèle, mais d'en surpasser par une prodigalité sans borne toutes les manifestations connues jusque-là. Vous aurez reconnu la modestie habituelle du grand compositeur. Je rappelle qu'il a que 25 ans à l'époque, en 38. Et Richard Wagner poursuit. Au plus fort de l'été 38, je m'attaquais à cette composition avec un enthousiasme qui prit, face à mes conditions réelles d'existence, le caractère d'une joie désespérée. Oui, il faut rester réaliste. Ce devait être mon premier pas vers ce monde plus grandiose auquel j'aspirais de tout mon être. Pour chaque air, j'adoptais des dimensions si démesurées que je me privais volontairement de toute possibilité de représenter mon œuvre ailleurs que sur l'une des plus grandes scènes d'Europe. Voilà, c'est dit, tout est préparé, conçu, orchestré de telle manière que seul, en gros, l'Opéra de Paris pourrait accueillir un tel monument. Wagner, dans cette histoire, va raconter, ça dure 5 actes, 5 longs actes. On raconte l'ascension de ce tribun et puis sa chute, tout en idéalisant le héros, bien entendu. On en fait un homme pur et vertueux qui veut redonner le pouvoir au peuple, qui veut redonner à sa patrie toute la grandeur perdue et qui finit, le pauvre, écrasé par les intrigues des puissants, écrasé aussi par l'ignorance des masses. Bien sûr, il y a là-dedans une histoire d'amour. En l'occurrence, c'est une histoire entre un noble et la sœur de Rienzi qu'on a ajouté, qu'on a greffé en quelque sorte sur ce monument. Et tout ça mourra finalement dans un spectaculaire incendie, l'incendie du Capitole. C'est une histoire qui est très romancée, bien sûr, mais qui s'inscrit évidemment dans les idéaux romantiques de ceux qui plaident pour une forme d'émancipation politique, et notamment tous ceux du mouvement Jeune Allemagne, dans lequel le jeune Wagner est très engagé à l'époque. Il y a des intellectuels, des artistes qui cherchent à réformer la société allemande, à inciter les différents peuples des différentes principautés qui composent l'Allemagne à s'unir pour demander plus de droits politiques, plus de liberté, et pour débarrasser l'Allemagne des différents régimes autoritaires qui, à l'époque, l'asservissent. En tout cas, comme ça qu'ils voient les choses. Et dans l'imaginaire romantique de ce temps-là, Rienzi, c'est le révolutionnaire qui a tenté de donner la liberté au peuple. D'une certaine manière, il serait un peu un lointain précurseur de Garibaldi. Sauf que le livret de Wagner finit mal. L'impossibilité pour Rienzi de réaliser ses desseins, et puis
la fin romantique qu'il va devoir subir, tout ça annonce des désillusions. La révolution n'ira pas à son terme. On sait, du point de vue politique notamment, quel fut le pessimisme du compositeur. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1840, donc on a fait un petit pas de 2 ans en avant, Wagner décide de quitter Riga. Il a sous le bras sa partition presque achevée. Il est parti avec sa femme, Mina, et son chien. Et comme toujours, les créanciers qui le poursuivent, qu'il garde constamment à ses basques. À l'issue d'un voyage un peu tourmenté sur la mer du Nord, il se retrouve à Paris. Et là, il se dit qu'il va faire accepter son grand opéra. Seulement, il n'est qu'un jeune Allemand inconnu, qui parle à peine français. Comment voulez-vous qu'il y arrive? Alors, il y a toute une période extrêmement difficile pour lui. Et puis, finalement, et ça c'est une grande surprise, il apprend que son opéra a été accepté, non pas à l'Opéra de Paris, bien sûr, mais à l'Opéra de Dresde. Ni une ni deux, voilà les Wagner à Dresde. Le 20 octobre 1842, c'est la première devant une salle comble. Et ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un succès. Un succès tel qu'on rappelle le jeune compositeur à chaque acte. Vous imaginez, il est dans une sorte d'extase, Wagner. Et pourtant, l'opéra n'est pas simple et il dure 6 heures, vous imaginez ? Et c'est un succès. Et c'est un succès prolongé pour cette œuvre qui sera du reste la seule de Wagner qui, à sa création, ait connu un franc succès. Du génie sans mesure, c'est ce que dit Bizet. Du génie sans mesure, sans ordre, mais du génie. C'est Bizet qui dit ça. Et Gustave Mahler, plus tard, dira le plus grand drame musical qui ait jamais été composé. Quant à Hans von Bülow, le meilleur opéra de Meyerbeer, dira-t-il. Et c'est vrai qu'il y a une filiation évidente. Wagner va néanmoins se détacher de ce héros un peu hurlant de Rienzi, qu'il appelle mon braillard. Dès 1847, il se met à désavouer Rienzi. C'était un péché artistique de jeunesse, dira-t-il. Et pour lui, le grand art ne commence qu'avec le Hollandais volant. Tout ce qu'il y a eu avant le Fliegende Holländer n'était pour lui qu'un ensemble de brouillons. Et pourtant, ce héros pur et vertueux qui guide le peuple, qui lave le pays des maux qui l'accablent, qui remet la patrie en état de marche et qui ensuite est rattrapé par l'histoire, ça ne pouvait que plaire à quelqu'un que vous voyez venir, évidemment. Adolf Hitler, déclara que Rienzi était son opéra préféré. Et il disait même, Hitler, que en rencontrant cet opéra à l'adolescence, il avait senti que son existence changeait. Vous voyez un peu l'importance de la chose. Il a vu en Rienzi une sorte de modèle qu'il fallait faire revivre et, si possible, dépasser. Et l'ouverture de Rienzi pendant toute la période nazie va être énormément jouée, notamment en ouverture des congrès du parti. Vous imaginez bien qu'avec une telle faveur sous le Troisième Reich, la réputation de Rienzi en a pris un coup et très vite, à la suite de la libération, le Rienzi est tombé dans les limbes. Ça ne nous empêche pas, nous, d'essayer d'en savoir davantage sur ce qui a été le modèle du personnage de l'opéra, c'est-à-dire sur le véritable Rienzi. Vous écoutez Radio Classique. On n'a pas énormément de sources pour appréhender la vie de Cola di Rienzi, de Nicola di Lorenzo Gabrini di Renzo, pour prendre son vrai nom. On connaît sa vie à travers ses lettres et à travers la chronique d'un de ses contemporains qu'on appelle l'anonyme romain. On est au XIVe siècle. Il est né en 1313 dans un milieu assez modeste. Sa mère était lavandière. Son père, Lorenzo di Rienzo, était patron d'une taverne. On n'est pas loin des bords du Tibre. Vous voyez, dans cette Rome de l'époque, 1313, c'est difficile de se figurer ce qu'a pu être Rome en ces débuts du XIVe siècle. À 20 ans, il fonde une famille et il va devenir notaire. C'était un bel homme, grand et maigre, à la peau claire et aux cheveux tirant vers le roux, nous dit l'anonyme romain. Il était capable de parler avec une grande force de conviction et ses paroles se léchaient comme du miel. Il avait une façon particulière de rire qui provoquait la stupéfaction de ceux qui le regardaient, comme si, dans son rire, se profilait une ombre de folie.
Bon, on est par ailleurs à l'époque de la papauté d'Avignon, n'oublions pas. Il lit énormément des ouvrages de toutes sortes, des textes religieux, des recueils de légendes sur des lieux et des personnages de Rome. Il est habité littéralement par la divine comédie de Dante, mais sa véritable passion, c'est pour les auteurs anciens, pour la Rome antique. Il lit Tite-Live, il aime raconter la geste de Jules César, on le voit errer parmi les ruines. Assez remarquable tout ça quand on sait qu'il n'y a pas d'imprimerie à l'époque, bien sûr. On lit des livres manuscrits, ai-je besoin de vous dire. Il va se forger une idée passionnée de cette grandeur de la Rome antique. Il est frappé par le décalage qu'il y a entre la splendeur des vestiges de la Rome antique et la nullité de la Rome actuelle. Encore une fois, le pape et la curie sont à Avignon et l'idée d'empire s'incarne maintenant bien plus loin là-haut à l'est dans le Saint-Empire romain germanique, en Bohême, vous voyez. À l'été 1342, Cola est envoyé justement auprès du nouveau pape Clément VI en Avignon, en qualité d'ambassadeur du Popolo Romano. Il est immédiatement accueilli à la cour papale. Le pape est assez admiratif de son éloquence. Il va aussi nouer une amitié sincère avec le grand poète du temps, Pétrarque, qui rêve lui aussi d'un âge de paix et de justice dans lequel Rome reviendrait à sa grandeur native. Les harangues du jeune notaire sont bientôt connues de toute la curie et un jour, ce jeune plébéien, parce qu'il est plébéien, va oser faire de Rome un tableau de misère et d'anarchie. Il en fait endosser la responsabilité au baron romain avec des mots très durs. Il s'attire d'ailleurs la haine de cette noblesse romaine, mais sa disgrâce va être de courte durée. En avril 1344, Cola est investi de la charge de notaire de la chambre capitoline, autant dire qu'il devient un noble du pape. C'est pas une charge très élevée, mais ça confère une grande dignité et ça lui donne ses entrées dans les centres du pouvoir. Et au Capitole, Cola observe, il réfléchit aux moyens de former un régime qui serait un régime véritablement populaire et va chercher des appuis dans la classe des nouveaux riches ainsi que dans l'aristocratie urbaine chez les popolari. Il met progressivement au point toute une stratégie de prise de pouvoir. Il se fait passer exprès pour un bouffon devant les barons. Il annonce qu'il les pendra, qu'il les décapitera une fois devenu seigneur de Rome. Et à chaque fois qu'il dit ça, évidemment, ça suscite la risée. On se dit, mais enfin, qui est-il, lui, pour parler de cette manière ? Pour expliquer les idées qui sont les siennes à la population, Cola fait usage d'images qui sont bien faites, des images peintes, très élaborées, qu'il place bien en vue dans la ville. La première sur le mur du Capitole représente un navire sans gouvernail et sans voile à la merci d'une mer démontée, ce qui permet de faire des discours là-dessus, voyez. Et le bateau emporte, si je puis dire, une femme vêtue de noir, une femme à l'habit déchiré. Vous avez bien compris que c'est l'allégorie de Rome. Et il y a 4 autres barques échouées qui chacune porte comme ça une femme déjà morte, Babylone, Carthage, Troie, Jérusalem, bref, toutes les grandes cités déjà détruites et qui attendent que Rome les rejoigne parmi les navires échoués. Et plus loin, il y a une femme en prière, toute de blanc vêtue, qui s'adresse à Dieu: si Rome périt, où vais-je aller ? Et cette femme, c'est la foi chrétienne. Un an plus tard, Cola di Rienzo fait peindre une nouvelle allégorie où il se représente cette fois lui-même en train de restituer à Rome sa couronne. Ça commence à devenir sérieux. Au printemps 1347, il va passer à l'action. Le jour de la Pentecôte, après avoir la nuit précédente écouté 30 messes d'affilée, Rienzi sort de l'église et il se prend carrément pour l'archange Michel, armé ou Saint-Georges chevalier. Il se dirige solennellement vers le Capitole avec un groupe de jeunes gens qui portent 4 grands étendards. Il y a carrément les lettres d'or, SPQR, Senatus Populusque Romanus, sur ces grandes banderoles. Il est attendu au Capitole par le vicaire de Rome, l'évêque d'Orvieto, qui se place à ses côtés, ce qui montre quand même que cette entreprise de prise de pouvoir a l'assentiment de l'Église. Et il va tenir un discours magnifique devant la foule qui, par acclamation, le désigne recteur de la cité. Et il sera bientôt
tribun. C'est son titre. Et désormais, voilà comment il signe les actes qu'il prend au nom du peuple de Rome. Par l'action de notre Seigneur Jésus-Christ très clément, tribun de la liberté, de la paix et de la justice, zélateur de l'Italie, amant du monde et illustre libérateur de la République romaine sacrée. Ah oui, il a quand même un certain sens de son importance, ce Rienzi. Le 14 août 1347, il se fait adouber chevalier en grande pompe, prend le nom de chevalier du Saint-Esprit. Le 15 août, il est couronné comme les tribuns de l'Antiquité, mais aussi, disons-le, comme les empereurs. Lui-même, d'ailleurs, a inventé toute une cérémonie qui s'inspire de l'Antiquité. Le tribun Auguste, c'est désormais son titre, va recevoir 6 couronnes différentes qui font allusion aux 6 sortes de couronnes qui, dans l'Antiquité, étaient conférées aux plus méritants de la République. Et à ses côtés, il y a un pauvre, vêtu misérablement, qui enlève les couronnes de sa tête au fur et à mesure, en signe d'humilité. C'est le memento mori. Sa présence rappelle, vous savez, l'esclave qui se trouvait sur les chars des triomphateurs romains et qui leur disait « Souviens-toi que tu es mortel ». Le tribun s'adresse au peuple. Il a 33 ans, l'âge du Christ, comme le Christ dans sa 33e année, ayant abattu les tyrans de l'enfer et libéré les esprits, monte au ciel. Ainsi moi, vainqueur sans coup férir des tyrans de l'Ourps et unique libérateur de son peuple, au même âge, j'ai voulu assumer les lauriers tribuniciens. C'est la prière de Rienzi. Vous entendiez la voix somptueuse de Jonas Kaufmann, accompagné par l'orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, sous la direction de Donald Rönekels. Évidemment, c'est l'un des grands airs de cet opéra de Wagner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a d'abord beaucoup réformé les institutions. Ce Rienzi, il a notamment défini les droits et les devoirs des citoyens. Il arrive à mater les grandes familles, les ponts, les portes, les routes, tout ça est remis au contrôle des représentants du peuple. Et ceux qui se rebellent voient des actions militaires importantes les renvoyer dans leur foyer. Il y a des familles qui s'allient à lui d'ailleurs. Je pense à la famille des Orsini qui lui fournissent des contingents de chevaliers. Or, Rienzi ne s'en tient pas à la simple ville de Rome. Il a tout de suite l'idée de refonder l'Empire romain, ce qui fait qu'il envoie dans toute l'Italie des messagers pour demander de l'aide. Il s'agit de réformer immédiatement l'Italie sacrée tout entière avec un projet qui revient à former une sorte de fédération dont Rome aurait pu revendiquer la suprématie. Et tout ça, évidemment, depuis Avignon, est vu avec beaucoup d'inquiétude par la papauté. Le pape se demande s'il n'a pas nourri un serpent dans son sein, s'il n'a pas commis une terrible erreur. Les grandes cérémonies qu'organise Rienzi frôlent l'hérésie. Il est en train de devenir un véritable pouvoir qui met en danger la papauté. Et c'est vrai qu'en face des ennemis de plus en plus nombreux qu'il s'est lui-même forgés, Colla commence à perdre un peu pied. On le voit prendre des mesures un peu arbitraires et même carrément violentes, imprévisibles. Et ça ne le rend pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il y a cette bataille terrible où toute une partie de la famille Colonna va trouver la mort dans des conditions indescriptibles. Et tout ce sang finit par horrifier l'Italie. Et lui-même n'est plus du tout tranquille. On le voit se réveiller toutes les nuits en proie à des cauchemars terribles. Il est en sueur, il hurle. Un jour de 1347, il est confronté à un début d'émeute. Et là, il se dit que sa fin est proche. Et la meilleure chose qu'il trouve à faire, c'est carrément de quitter Rome et de s'enfuir le plus discrètement possible. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rienzi se réfugie chez les Fraticelli, c'est une branche des franciscains, mais qui a été déclaré hérétique par le pape. Il est de plus en plus mystique. Rienzi lit les prophètes, il se persuade qu'il a échoué pour s'être comparé au Christ, mais qu'il a toujours à accomplir cette mission sacrée. C'est à ce moment-là qu'il va se tourner vers le roi de Bohême, l'empereur élu du Saint-Empire romain germanique. Il va à Prague
et il déclare à l'empereur que l'Église corrompue va bientôt subir le jugement de Dieu pour avoir eu la prétention d'exercer le pouvoir temporel, qu'on lui donne des troupes à lui, Rienzi, et il ouvrira la voie, il livrera Rome et l'Italie entière à César, puisque c'est le nouveau César, cet empereur germanique. Il va même jusqu'à affirmer être lui-même un fils bâtard de l'ancien empereur. Ça commence à faire douter de sa crédibilité, bien entendu. Le roi de Bohême ne l'écoute pas. Il le fait enfermer et finalement il l'envoie à Avignon. Et le pape Clément VI meurt subitement. Il y a un nouveau pontife, Innocent VI, qui refuse de condamner Rienzi parce qu'il l'admire au fond. Il le renvoie à Rome en lui conseillant de rétablir ce gouvernement populaire dont il avait réussi à prendre les rênes. Et le 1er août 1354, c'est un véritable triomphe qui accueille à Rome un Rienzi dont on se dit qu'il est vraiment ressorti d'entre les morts. Il se fait élire sénateur, mais c'est plus le tribun qu'il a été, disons les choses. D'abord, au physique, il a beaucoup changé. Il boit énormément pour essayer d'oublier ses angoisses. Il est devenu gros et gras. On le voit ordonner partout des exécutions sommaires, y compris de ses anciens alliés. Il lève des impôts pour essayer d'alimenter ses guerres, mais il lève des impôts qui sont très impopulaires. Et le 8 octobre 1354, les colonnats, qui n'ont pas oublié le massacre, vont soulever le peuple contre lui. Et au cri de la foule, il est abandonné de ses amis qui fuient le Capitole. Alors, on le voit revêtir son armure de chevalier, saisir le gonfalon du peuple, se montrer au balconnet. Il essaie de haranguer le peuple. Seulement là, maintenant, plus personne ne l'écoute. Colla panique, il a été blessé à la main, il essaie de s'enfuir. Et alors que le Capitole est déjà la proie des flammes, il retire son armure et les insignes qu'il portait. Il essaie de se couper la barbe, il teint son visage en noir, il se met sur la tête une couverture, il essaie de se mêler à la foule qui crie « Sus au traître !» Mais évidemment qu'on le reconnaît. Vous savez comment on le reconnaît ? On le reconnaît à ses bracelets d'or. C'est le début du lynchage, il n'y a pas d'autre mot. Et lorsque, à la fin, on va finir par l'attraper et par le pendre par les pieds, il n'a déjà plus de tête. L'anonyme romain nous dit « Il était horriblement gras, blanc comme du lait ensanglanté. Il était si gras qu'il semblait un buffle démesuré ou une vache pour la boucherie. Il resta là, pendu 2 jours et 1 nuit, et puis finalement, après que son cadavre a été comme ça exposé en face du palais des colonnats, on décide de le brûler sur un grand bûcher, comme pour purifier un hérétique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, ça lui donne des obsèques qui pourraient presque de loin, par les flammes du bûcher, ressembler à celles d'un de ces empereurs romains qu'il n'aura toujours fait que copier sans jamais les égaler. Vous écoutez Radio Classique.